pour nous présenter ce livre. Dès qu'on l'a découvert, on s'est dit que c'était vraiment quelque chose qui nous intéressait, et que surtout quand on a vu le contenu, la diversité des intervenants, on pense que c'est vraiment un ouvrage intéressant pour nous qui sommes intéressés à la Palestine et à tout ce qui la concerne, et puis aussi pour d'autres personnes qui ne connaissent pas encore. Juste un petit mot sur Culture de Palestine. Certains connaissent, d'autres pas. C'est une association toute récente, on a 2 ans d'existence. On agit sur normalement toute la France au travers de réseaux sociaux, un site internet où on met à la disposition de qui veut bien s'en emparer des ressources, par exemple des fiches sur des livres, des films. Il y a une filmographie qui est particulièrement importante sur le site internet. Voilà, notre ambition, c'est d'être un lieu d'échange, de passage. Si vous trouvez des choses sur le site, que vous êtes dans une association, vous pouvez piller, c'est fait pour ça. C'est fait pour partager, pour que les gens apprennent à mieux connaître la Palestine et sa culture. Donc c'est au travers de la culture qu'on essaie d'approcher le sujet. Voilà. À la fin, vous verrez, j'ai mis une affiche qui vous permet de vous connecter avec un code QR à notre site internet. Et là, vous aurez l'agenda avec les prochaines manifestations. Il y en a une qui est organisée dès le mois de mai prochain. Le 11 mai, on reçoit d'ailleurs un des contributeurs de ce que la Palestine apporte au monde, en la personne de Dominique Vidal, qui va venir nous parler de la guerre que les Israéliens appellent la guerre de libération et que les Palestiniens appellent la Nakba. Voilà, ça de l'histoire et avec des débouchés très contemporains, puisque Dominique Vidal continue à suivre l'actualité en Israël-Palestine. Voilà, je ne vais pas être plus long, je passe la parole à M. Christophe Ayad. Je vous laisse présenter l'ouvrage que vous avez dirigé, coordonné. Merci, merci d'être venu à la Tache Noire pour cette rencontre, merci d'être en ligne, pour ceux qui sont en ligne. La Palestine, on n'en parle plus beaucoup. On parle beaucoup de l'Ukraine, on parle beaucoup de la Russie, de la Chine, de l'Iran. Mais la Palestine, elle est un peu passée au second plan. Et pourtant, c'est comme une flamme qui ne s'éteint pas. Hein, c'est une histoire qui n'en finit pas. Ça reste une des rares causes qui mobilise encore dans le grand public. Ça parle à tout le monde. Hein, chacun a son idée, projette ses espoirs, ses fantasmes, ses rêves, des fois ses mauvais rêves sur la Palestine. Donc elle est vivante malgré tout, malgré qu'elle est un peu occultée en ce moment. Je suis venu vous parler de ce livre. C'est un MOOC, comme on dit, c'est-à-dire un magazine book. C'est un mélange de revues et de livres. Et on a vraiment tenu à cela. Il s'inscrit dans une collection qui s'appelle Araborama et qui a déjà connu 2 autres numéros. Le premier numéro était consacré au monde arabe. Est-ce que le monde arabe existe encore, avait-on mis entre parenthèses, de manière un peu ironique. Et c'était une sorte de état du monde arabe. Il est paru en 2020, si je ne me trompe pas. Il y a eu en 2021 un 2e numéro consacré aux révolutions arabes pour les 10 ans des révolutions, qui faisait un peu, là aussi, le point sur ce phénomène de longue haleine, dont on a peut-être un peu trop vite dit qu'il était mort, enterré, gâché ou raté. En fait, c'est une histoire souterraine aussi, qui se poursuit, qui est longue, qui prendra du temps, mais qui n'est pas complètement éteinte. Et puis le 3e numéro, au départ, on se disait, on ne fait pas de numéro consacré à un pays. Et puis l'idée de la Palestine s'est imposée. Pourquoi ? Parce que la Palestine, c'est plus qu'un pays. C'est une idée. C'est un idéal. Et c'est ça qu'on a tenu à
à illustrer. Parce que quand on parle de la Palestine, on parle souvent, et à juste titre, d'occupation, de perte, de dépossession, d'oppression, d'exil. Tout cela reste hélas vrai. Mais et d'actualité, on le voit tous les jours, pour ceux qui s'y intéressent de près, ça reste le cas. Et cet ouvrage en parle de ces choses-là, de la Nakba évidemment, de 1948, la grande catastrophe, qui a été la perte de la Palestine historique, la disparition de plusieurs centaines de villages, le départ en exil et dans des camps, qu'ils soient sur le territoire de la Palestine ou à l'étranger, de centaines de quelques 800 000 Palestiniens. Dominique Vidal viendra vous en parler dans quelques temps. On parle aussi de la Naksa, le revers de 1967, qui a vu la perte de la Cisjordanie, de Gaza et de Jérusalem-Est, donc de l'ouverture d'une nouvelle page, mais qui est paradoxale parce que cette deuxième perte, elle est aussi le moment d'un grand rebond de la cause palestinienne. Pour la première fois, à partir de 1967, les Palestiniens s'emparent, en tout cas pour la première fois depuis 1948. Avant, c'était déjà le cas, mais à nouveau de leur lutte et la prennent dans leurs mains à travers l'Organisation de libération de la Palestine, l'OLP, qui est l'organisation ombrelle de beaucoup d'autres organisations, le Fatah, le FPLP, le FDLP, etc., etc. Et à travers la figure du Fedaïn, il y a la réappropriation de la lutte nationale par le peuple palestinien qui, menacé de disparition, existe d'autant plus. Hein. Il y a une réaffirmation palestinienne très forte à partir de 1967 qui marque aussi la défaite des régimes arabes qui avaient porté la lutte pour la Palestine dans leurs mains. Je pense à l'Égypte, évidemment, de Gamal Abdel Nasser, je pense à la Syrie du régime bassiste, je pense à la Jordanie du royaume hachémite. Donc on raconte ces différents revers, mais c'est aussi ces rebonds. On raconte les intifadas, leurs effets sur la société, le mur de séparation et d'annexion. C'est un mur offensif, c'est pas un mur défensif, contrairement à ce qui a été dit. Au moment où il a été construit, on parle du processus de paix et de ses échecs, de ses impasses. Mais c'est un ouvrage, vous aurez noté, dont le titre essaie de dire autre chose. Ce que la Palestine donne au monde, apporte au monde. Parce que la Palestine a beaucoup perdu, mais elle a beaucoup donné. Elle a beaucoup offert. Elle a été une inspiration, une idée de ce que c'est que la résistance, de ce que c'est que la résilience d'une société, de ce que de comment on lutte contre la disparition lorsqu'on est un peuple mais pas un pays, à travers toutes les manifestations de ce peuple, sa société, son économie, sa culture, ses traditions, son art, son éducation, sa mémoire, ses manifestations. Voilà, la Palestine s'est battue pour ne pas disparaître et elle l'a fait à travers tous les membres de son corps et cela a irrigué le monde entier. C'est un peu la prétention qu'on a eue à travers cet ouvrage, c'est de raconter cela. Je me souviens d'un film du cinéaste Elia Suleiman, son dernier film, It Must Be Heaven, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu, qui décrivait le monde entier comme une sorte de grande Palestine, c'est-à-dire une société aliénée, absente à elle-même, encagée. Voilà, le monde était devenu une grande cage qui représentait la Palestine.
on a voulu faire un peu le chemin inverse. C'est que cette petite cage dans laquelle vit la Palestine, elle a libéré beaucoup d'énergie. En Palestine d'abord, mais ailleurs aussi. Et le monde s'est transformé d'une certaine manière, à certains égards, en une grande Palestine, et qui a emprunté à la Palestine des modes de protestation, des symboles, des façons de lutter, de résister, que l'on a essayé d'analyser. Donc je vais vous présenter, je prends un seul exemple, hein, le kéfier. Le kéfier est devenu un symbole. Or, le kéfier, jusqu'en 1936, c'est le couvre-chef des paysans, du fellah, le paysan palestinien. À partir de 1936, le kéfier devient un symbole de la lutte nationale à travers la grande révolte arabe, et les bourgeois des grandes villes qui portaient le chapeau ou le fez adoptent le kéfier pour marquer leur solidarité avec la grande révolte de 1936. Ce kéfier, il s'est désormais mondialisé. On en trouve dans les manifestations, on en trouve chez la jeunesse, on en trouve c'est un symbole de révolte. Et à travers un article de Jean-Pierre Filiu, on raconte comment ce kéfier qui est parti des oliveraies et des collines de Palestine a envahi un peu le monde, est devenu un objet mondialisé dont tout le monde s'empare, fait ce qu'il veut un petit peu, le déforme, l'adapte à sa sauce, etc. La clé brandie du réfugié est devenue un symbole. Et donc on a voulu raconter une histoire qui part voilà, de 1948 en Palestine, mais qui va jusque au Chili, au Mexique, dans les protestations indigènes, autochtones, pour le contrôle de la terre, au Canada, va jusque dans les villes américaines à travers Black Lives Matter, la demande pour une forme de dignité, la demande d'un respect de ses droits humains en tant qu'humains. Elle va jusque à la Puerta del Sol, cette Palestine, à travers les mouvements des indignés pour plus de justice sociale. Ça suffit pas les droits, le droit d'être libre et d'exister. Il faut un droit plus juste, un droit qui prenne en compte la dignité sociale des individus. On l'a trouvé aussi dans des mouvements comme Occupy Wall Street. Et donc je vais vous raconter à travers l'article, le très bel article, parce que ce livre se présente sous la forme d'articles de 5-6 pages. Il y a une cinquantaine de contributeurs quand même. Il y a une cinquantaine d'illustrateurs et de dessinateurs de tout le monde arabe. Les contributeurs sont du monde entier, des 5 continents. Peut-être pas l'Australie, mais ça reste à vérifier. Et je vais vous raconter la mondialisation de la cause palestinienne. Cette expression, elle a 2 sens. C'est-à-dire que vous pouvez dire que la référence palestinienne s'est mondialisée, est devenue mondialement connue, et puis la cause palestinienne est devenue une cause qui est mondialement soutenue. Donc la mondialisation de la cause palestinienne, qui est à double sens, je vais essayer de vous la raconter. D'abord, elle a signifié, je vais prendre dans la première acception, c'est-à-dire comment le référent palestinien s'est mondialisé. Ça a d'abord été, le référent palestinien a d'abord été un référent de libération nationale. Et il y a, on le notait dans un débat qui a eu lieu hier sur le livre, beaucoup d'échanges, par exemple, entre
le mouvement national palestinien et la lutte pour l'Algérie indépendante. Hein, les Palestiniens eux-mêmes se réfèrent assez souvent à la lutte des Algériens pour leur indépendance en disant un jour nous ferons comme vous. Mais aujourd'hui, c'est la Palestine qui est devenue le symbole des libérations nationales. Alors, paradoxalement, c'était un des premiers mouvements post-Deuxième Guerre mondiale, dès 1948. Vous avez un mouvement de libération nationale palestinien. Et aujourd'hui, c'est l'un des derniers. C'est le dernier exemple à une telle échelle d'une colonisation, d'un phénomène, d'un fait colonial au niveau mondial, alors qu'entre-temps, la plupart des pays, je ne dis pas tous les peuples, mais la plupart des pays ont acquis leur indépendance, et puis les peuples qui luttaient pour leur indépendance, je pense aux Basques, aux Irlandais, aux Corses, et j'en passe, parce que c'est innombrable, ont trouvé d'autres modes de lutte que la lutte armée, ou du moins des formes d'autonomie qui ont pu leur convenir, d'autres pas. Le mouvement catalan a connu un regain ces dernières années et voudrait continuer à marcher vers l'indépendance. Mais pour tous, il y a un référent, c'est la lutte nationale palestinienne. D'un peuple qui existe, pour un pays qui n'existe pas, un État-nation qui n'est pas reconnu. On l'a trouvé aussi chez les pères des indépendances africaines, Amilcar Cabral, Nkrumah. Pour tous ces gens-là, la Palestine signifiait quelque chose. Et il y avait un lien très fort entre l'Afrique, évidemment l'Afrique du Sud de l'ANC, et le mouvement national palestinien, grâce notamment à l'ampleur diplomatique qu'avait prise quelqu'un comme Yasser Arafat. Le deuxième niveau de référent, il y a eu donc les luttes nationales, ça a été les mouvements de contestation. Et ça, on l'a vu apparaître dès les années 60 à travers l'émergence de tout un tas de référents internationaux. Le Vietnam, évidemment, Cuba, les Indiens d'Amérique, dans certains cas, et la Palestine, qui sont devenus des symboles de la contestation d'un ordre mondial écrasant les peuples, niant leur identité, oubliant leurs intérêts, n'en faisant que des pions sur l'échiquier de la guerre froide. Donc, c'est le mouvement de Bandung aussi, mais il y a eu, mais le mouvement de Bandung était celui des États. Là, je parle plus des mouvements sociaux, et notamment de mai 68, qui a été la grande explosion de l'apparition de la Palestine sur la scène publique française comme enjeu. Un an après 67, les étudiants s'emparent de la question palestinienne et vous avez des comités Palestine qui émergent un peu partout, comme ont existé les comités Vietnam. Donc, dans l'université française, la Palestine entre et devient le symbole de la contestation d'un ordre établi et injuste. Et puis, vous avez un troisième niveau qui est quand la Palestine devient le symbole de la souffrance des opprimés. Et je pense notamment aux révolutions arabes. On a beaucoup dit « Ah, les révolutions arabes, c'était chacun se préoccupait enfin de son propre pays, de sa propre société. La question palestinienne était complètement oubliée. L'Égypte aux Égyptiens qui ont voulu reconstruire une nouvelle Égypte. » C'est faux. Moi, je ne suis pas d'accord. D'abord parce que, à l'origine des révolutions arabes, en tout cas celle que je connais, qui était la révolution en Égypte, il y a eu le mouvement pro-palestinien. C'est-à-dire que ceux qui ont manifesté place Tahrir se sont rodés pendant toutes les années 2000 à manifester en solidarité avec les Palestiniens lors de la deuxième intifada
entre 2000 et 2005. Puis d'autres mouvements sociaux ont pris le relais, des mouvements contre la torture ou des mouvements pour plus de justice sociale. Donc, dire que les révolutions arabes se sont construites contre la Palestine, moi je ne suis pas d'accord, d'autant que pendant les révolutions arabes, on a vu le drapeau palestinien brandi, notamment Place Tahrir. Et je ne crois pas non plus une seconde que l'embryon de révolution libanaise qui a eu lieu en 2019 et qui était un moment assez magnifique, s'est fait contre les Palestiniens. Au contraire, je veux dire, il s'est fait dans l'idée qu'il fallait refonder l'identité libanaise sur une citoyenneté où tout le monde serait enfin égal, où les Palestiniens qui résident au Liban auraient enfin des droits. Je ne crois pas qu'il y ait eu un mouvement anti-palestinien dans les révolutions arabes. Au contraire, et si elles étaient arrivées à leur terme, si elles avaient pu donner leurs fruits, je pense que la question palestinienne se serait reposée, pas seulement dans les opinions, mais dans les pouvoirs, dans des pouvoirs un peu plus représentatifs que ne sont les pouvoirs actuels dans le monde arabe. Là, évidemment, c'est pas l'actualité avec la signature de ce qu'on a appelé les accords d'Abraham, qui ont vu les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Maroc et le Soudan normaliser leurs relations sans contrepartie sur la question palestinienne. Mais quand je dis que le référent palestinien est devenu un symbole de souffrance, il est devenu voilà, un symbole de comment ce monde va mal, des injustices. Et on le retrouve, ce référent palestinien, le drapeau, le kéfier, les modes de protestation, le lanceur de pierres, etc., jusque à la Puerta del Sol, jusque dans Occupy Wall Street, qui est une façon d'utiliser son corps pour protester, ce que les Palestiniens ont fait les premiers, utiliser son corps comme arme quand on n'a rien d'autre, jusque dans Black Lives Matter, et jusque, pour prendre une actualité française, chez les Gilets jaunes. Moi, j'ai été très surpris lorsque je couvrais des cortèges de Gilets jaunes pendant une bonne partie de l'année 2019, si je ne me trompe pas. 2018, tout à fait. 19, c'est ça. De voir des drapeaux palestiniens à côté des drapeaux corse et basque. Corse et breton. Voilà, très souvent, vous aviez ces trois drapeaux-là. Et quand je demandais aux gens, mais pourquoi le drapeau palestinien? Parce qu'encore, le drapeau breton, le drapeau corse, je me disais, il doit y avoir un corse dans la foule, un breton, etc. Je disais, parce qu'ils souffrent comme nous. Voilà, ils souffrent comme nous, et ils nous comprennent. Et donc, cette façon de projeter, alors je ne suis pas sûr, je ne vais pas dire que le mouvement des Gilets jaunes était un mouvement pro-palestinien. Je ne crois pas. Mais cette façon de projeter sur la souffrance des Palestiniens sa propre souffrance est une manière de s'approprier cette question-là, la question de l'injustice, du déséquilibre, de l'absence de droit ou d'un droit inique. Voilà. La deuxième définition de ce que je vous disais, c'est-à-dire la mondialisation de la cause palestinienne, c'est pas le référent, mais c'est la cause cette fois-ci, qui, au fur et à mesure que la Palestine s'éloigne d'un État, bizarrement, je trouve que les opinions font de plus en plus exister la Palestine. On voit dans les campus américains des campagnes pour BDS ou des appels au boycott. Alors, on peut penser ce qu'on veut de la question du boycott. C'est très controversé, y compris à l'intérieur du mouvement pour le boycott. Hein, j'ai écrit un article là-dessus sur le bilan contrasté de la stratégie du boycott qui avait bien fonctionné en Afrique du Sud, mais nettement moins pour des raisons historiques et symboliques sur la question palestinienne, à cause de la question juive, évidemment. Boycotter les juifs, c'est quelque chose qui fait référence
à des heures extrêmement sombres de l'histoire, donc qui n'est pas forcément légitime ni acceptable. Boycotter un État, Israël, ça l'est plus, mais il y a une confusion qui est souvent opérée par les supporters d'Israël et par l'État d'Israël entre le boycott des Juifs et le boycott d'Israël. Donc on rentre dans un sujet un peu délicat et très sensible, mais on a quand même vu à Harvard, à Princeton, enfin dans des universités extrêmement prestigieuses, des appels au boycott des institutions universitaires israéliennes. Ça, c'est quand même inédit dans un pays qui était extrêmement pro-israélien, où la gauche s'est toujours positionnée en faveur de la paix et non pas d'actions hostiles ni offensives. Donc, c'est le paradoxe, c'est-à-dire moins l'État palestinien existe, plus l'idée de la Palestine existe en dehors de cet État et indépendamment de cet État. Voilà, donc c'était un peu les idées générales et défendues, présentées dans cet ouvrage. Pour le reste, je ne vais pas pouvoir vous présenter toutes les contributions, puisqu'il y a, par exemple, il y en a une sur la littérature de Sadia Aksous, qui raconte très bien comment la littérature palestinienne... Alors, il y a une littérature palestinienne pré-Nakba, qui a joué un rôle important dans la Narda, dans la renaissance arabe, la refondation de la culture arabe à la fin du 19e, début du 20e siècle, jusque dans les années 20-30. Cette Narda s'est étendue et des Palestiniens y ont contribué. Mais la Nakba a effacé tout cela. Hein, il y a eu littéralement une destruction des sanctuaires de la culture palestinienne à travers la défaite de 1948 et l'entreprise systématique de destruction de ces institutions culturelles. Donc il y a eu refondation d'une littérature moderne, contemporaine, palestinienne, à partir principalement d'auteurs de la Galilée, c'est-à-dire vraiment des auteurs de la Palestine de 1948 et des grandes villes, ou du moins des campagnes qui étaient restées extrêmement palestinisées. Je pense au triangle de la Galilée, Haïfa, Saint-Jean d'Acre, toutes ces grandes villes où vivait encore où vivent toujours une importante minorité palestinienne au sein de l'État d'Israël. Et c'est ces écrivains palestiniens d'Israël qui ont refait vivre la littérature palestinienne en s'emparant de la Nakba. Je pense à Émile Habibi avec le Peptimiste, je pense à évidemment Mahmoud Darwish, et puis il y a un troisième qui lui est plutôt parti de la diaspora, c'est Rassan Kanafani, qui a été traduit en français, que je vous incite beaucoup à lire, qui est un très grand auteur, qui lui a grandi à l'étranger et puis au Koweït, et puis a rejoint le mouvement national palestinien au Liban, où il est mort tragiquement assassiné. Et alors, l'autre question que pose Sadia Aksous, c'est cette littérature palestinienne, comment la définir? Est-ce que c'est une littérature qui est faite par des Palestiniens? Est-ce que c'est une littérature... est-ce que ce qui la définit, c'est sa langue? Manifestement non. L'identité de ses auteurs? Pas forcément. En fait, c'est son sujet qui la définit. C'est une littérature qui parle de la Palestine. Elle va jusqu'à inclure Matt Reeves, qui est un auteur de polar britannique, qui a fait une tétralogie de polar, et excellent d'ailleurs, traduit en français, qui se passe à Gaza, Jérusalem, et dont l'un se passe même à New York, et qui traite tous de la Palestine. Elle le considère comme en tout cas, elle considère que les auteurs palestiniens le considèrent comme un auteur palestinien. Donc, étrangement, la littérature palestinienne est une des rares littératures qui n'est pas définie par sa langue,
notamment parce qu'il y a une littérature palestinienne en arabe évidemment, en anglais, dans la diaspora, hein, chez les jeunes qui ont grandi aux États-Unis, en Angleterre. Karim Katan écrit en français. Et puis, vous avez des auteurs qui écrivent de la littérature palestinienne en hébreu. Des auteurs arabes qui écrivent en hébreu. Et elle le raconte dans un article extrêmement documenté, précis, court et agréable à lire, mais qui cite ces fameux auteurs de littérature palestinienne en hébreu, donc qui se sont emparés d'une certaine manière de la langue de l'ennemi et du vainqueur pour en faire une arme, pour introduire la question de Palestine dans la littérature en hébreu, donc d'une certaine manière dans la littérature hébraïque, ce qui n'était pas du tout prévu par les refondateurs de la langue hébraïque, qui voyaient cette langue comme un instrument du projet sioniste. Donc voilà, je voulais noter aussi que la Palestine est un des mouvements nationaux, un des rares mouvements nationaux dont des auteurs de littérature sont devenus les symboles. C'est quand même extrêmement rare que parmi vos 5 ou 6 personnages les plus connus se trouvent au moins 1 ou 2 écrivains dans un pays, dans un peuple sans pays, justement. Je pense à Hassan Kanafani. C'est vrai que c'est plutôt une référence des années 70 pour ceux qui ont connu ces années-là et la guerre au Liban. Mais je pense aussi, évidemment, et avant tout à Mahmoud Darwish, qui est devenu presque aussi célèbre que Yasser Arafat, et est devenu un poète qui vend, chez Actes Sud, c'est un des poètes qui vend le plus. C'est quand même étonnant. La poésie n'est pas un genre facile, en France en tout cas, elle est plus appréciée dans le monde arabe, et plus lue dans le monde arabe, mais pour qu'en France, un ouvrage de Mahmoud Darwish vende immédiatement et dès son premier tirage 10 à 15 000 exemplaires, c'est énorme. Quand on sait que les ouvrages de poésie sont tirés à 1000, 1500. Et puis je pense à Edward Said, qui n'a pas fait partie du mouvement national palestinien, qui est même plutôt un auteur américain au départ, hein, qui est quelqu'un qui pense le monde, et à partir de là pense l'orientalisme comme concept, et puis finit par penser la Palestine à la fin de sa vie, et qui se définit comme auteur palestinien vers la fin de sa vie, et qui est qui devient le symbole d'un humanisme palestinien, hein, ni de droite et ni de gauche, mais humaniste. C'est quelqu'un qui était politiquement moins engagé peut-être que Darwish, mais qui avait une grande exigence morale, et pour qui la politique était une morale. Voilà, moi-même, donc j'ai pu contribuer à travers 2 entretiens, notamment avec Larissa Sansour, qui est une des plus grandes artistes contemporaines aujourd'hui palestiniennes, qui a été présentée à la Biennale de Venise, et qui raconte comment son travail est irrigué. Elle se définit comme une artiste palestino-britannico-danoise, puisque ce sont les 3 pays dans lesquels elle a travaillé et vécu. Elle utilise toutes ces cultures, mais à la racine des problèmes qu'elle pose, il y a évidemment la Palestine, la dépossession, la mémoire, la perte, l'absence d'avenir, toute question qui se pose à la société palestinienne. Après, je pourrais vous parler peut-être sur un plan plus actuel et politique de la situation palestinienne. Je pense que Dominique Vidal est mieux renseigné que moi, il le fera mieux. Moi, j'en ai traité pendant longtemps à Libération, puis au Monde, mais aujourd'hui, mes activités au journal Le Monde sont assez éloignées de l'actualité palestinienne, donc je peux en dire un mot si jamais
ça viendra dans nos échanges, mais je propose qu'on ouvre peut-être plus la discussion et l'échange. Donc si vous voulez intervenir ou poser des questions, bienvenue. Je sais que la première question coûte toujours, mais une fois que la première est posée, tout va bien. Après, les autres viennent, c'est comme le ketchup. Alors, je vais poser la première, comme ça Voilà. va détendre l'atmosphère. Voilà. Vous avez évoqué votre article sur le boycott, où vous pointez un certain échec par rapport à l'Afrique du Sud. D'ailleurs, quand vous avez parlé de l'internationalisation de la Palestine et des liens avec d'autres luttes, l'Afrique du Sud, c'est important aussi. Très important. Donc, pour revenir au boycott, est-ce que le fait qu'Israël maintienne un ministère spécial pour lutter contre le boycott, c'est pas reconnaître quand même un certain succès du boycott, qui dépense autant d'argent pour un mouvement qui serait un échec en fait? Alors, je dis que c'est un échec relatif. C'est-à-dire qu'il n'a pas été relayé par des États. Ce qui était le cas dans l'Afrique du Sud. À un moment, les pays membres de l'ONU ont pris en charge ce boycott qui était demandé par des sociétés avant tout, et ont fini par l'imposer à leurs propres entreprises, aux entreprises d'État. Alors, en le contournant, souvent, on a vu en matière de défense, de nucléaire, mais n'empêche qu'il a été repris au niveau de l'ONU et des États membres de l'ONU. Là, on n'est pas arrivé à ce stade-là, et je pense qu'on n'y arrivera probablement pas pour des raisons d'alliance, de soutien à Israël, qui reste extrêmement fort au niveau étatique. Dans les pays occidentaux, en tout cas dans un certain nombre de pays occidentaux. Ce qui est vrai, c'est que cela a provoqué une forte inquiétude et un fort lobbying d'Israël auprès des pays et des États concernés, au point que on a criminalisé ce boycott qui a donné lieu à des condamnations, à des législations et à de la jurisprudence, notamment auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, qui est à Strasbourg, qui a jugé que le boycott n'était pas un crime. Et ça concernait des militants alsaciens. Et ça plus concernait plus au sud que Strasbourg, de Mulhouse, de voilà, Mulhouse, si je me souviens bien. Ouais. Donc, effectivement, il y a tout un arsenal qui a été déployé. Alors, ça montre qu'il y a une inquiétude, mais n'empêche que l'arsenal existe. Et que la France a beau avoir été condamnée par la CEDH, régulièrement, son ministre de la Justice ressort des circulaires disant que les appels au boycott peuvent être considérés comme de l'antisémitisme, etc. Donc, il y a une grande peur, mais il y a une réaction extrêmement forte qui a beaucoup muselé et beaucoup caricaturé les tenants de ce mode d'action qui, en plus, ne sont pas forcément toujours tous d'accord entre eux. Donc, parce que je pense que la question du boycott, c'est de savoir quoi viser, où l'arrêter. Est-ce qu'il fallait viser uniquement les territoires occupés? Est-ce que toutes les institutions israéliennes peuvent être concernées? C'est vrai qu'après tout, c'est l'État d'Israël qui finance l'occupation. Donc on peut viser toutes les institutions d'État. Mais dans ce cas, est-ce que ce n'est pas se priver d'alliés objectifs que sont les universitaires israéliens qui sont plutôt à gauche? Alors après, qu'est-ce que la gauche en Israël? On ouvre tout un tas de débats qui ne sont pas réglés. On voit bien aujourd'hui, à travers la défense de la Cour suprême, par une partie importante de la société israélienne, que ce n'est pas la question de Palestine qui mobilise. Hein, ce n'est pas le rôle que la Cour suprême a joué, les rares fois où elle l'a joué pour défendre les droits des Palestiniens, ce n'est pas ça qui est défendu. Donc, il y a la défense d'un État de droit, d'un État démocratique, mais démocratique pour qui? Donc, je mesure combien cela reste limité au droit et à la démocratie israélienne
israélienne uniquement. Oui, madame. Juste une petite remarque, je voulais juste dire que le boycott de l'Afrique du Sud n'a pas réussi non plus d'emblée. Je veux dire, il y a fallu des années et des années. Pour la Palestine, c'est sûr que c'est plus compliqué. Oui, et c'est vrai que ce n'est pas le boycott de l'Afrique du Sud qui a renversé le régime d'apartheid. Enfin, ça a été une aide importante. Et je pense que deux choses qui me semblent quand même importantes à noter, c'est une ville comme Barcelone qui a pris ses distances justement avec Israël. Ça, c'est déjà, c'est pas un État, mais en fait, c'est quand même un élément important. Et puis la situation aux États-Unis où la communauté juive n'a rien à voir, par exemple, avec la France, où elle est en grande partie, je veux dire, indifférente à ce qui se passe en Israël. Je ne dis pas qu'elle est opposée, mais en tout cas, une bonne partie est indifférente à ce qui se passe. Vous voulez dire elle est indifférente aux États-Unis ou bien indifférente en France? Non, aux États-Unis. Aux États-Unis. Ah non, oui, alors, aux États-Unis, c'est très paradoxal, parce que vous avez... alors ça, on n'en parle pas dans le livre, parce que ça concerne la société israélienne, et qu'on s'est dit que pour une fois qu'on parlait de la Palestine, on voulait parler que de la Palestine. Donc, on est hors du sujet du livre aujourd'hui, parce que trop souvent, en fait, on parle que du conflit israélo-palestinien, et on oublie un peu qui sont les Palestiniens, leurs richesses, leur diversité, leurs oppositions, leurs clivages, en tant que tels. Donc ça, c'est ce qui est traité dans le livre. Si vous voulez qu'on parle de la communauté juive américaine, c'est intéressant parce que je pense que vous avez à la fois, c'est une des communautés les plus mobilisées en faveur d'Israël, parce que vous avez cette structuration en lobby qui est complètement intégrée dans la vie politique américaine, qui est acceptée et qui est même incitée d'une certaine manière à travers l'AIPAC, à travers qui est un des lobbies qui a le plus pesé pendant longtemps sur la politique étrangère américaine. Mais vous avez aussi deux autres choses, c'est que vous avez la diaspora la plus diasporique du monde, c'est-à-dire que où est en train de se théoriser et de manière extrêmement ferme le fait que Israël devient une menace pour les Juifs des États-Unis, en menant des politiques extrémistes, en devenant un paria international. Et je pense notamment, alors pour ça, si vous voulez, il faut que vous lisiez Sylvain Sipel, qui raconte très bien cela. Voilà. Et puis, vous avez un troisième phénomène, c'est que le soutien à Israël est en train de devenir le fait d'une communauté non juive que sont les évangéliques. Je pense que notamment le soutien débridé de Trump à Israël n'est pas du tout une sympathie pour Israël, encore moins pour les Juifs, parce qu'il y a des relents clairement antisémites dans le Trumpisme et chez les supporters de Trump, mais un soutien aux évangéliques qui veulent voir s'accomplir la prophétie qui serait que une fois tous les Juifs rassemblés dans Israël, la fin du monde pourra intervenir. Une fin heureuse, évidemment, dans leur esprit. Donc, ça, c'est un phénomène que je trouve très paradoxal et qui est en train de devenir très dominant sur la scène politique américaine. Paradoxalement, les Juifs s'éloignent d'Israël. Les Juifs, je parle politisés d'Israël, enfin des États-Unis, s'éloignent de plus en plus d'Israël. Vous avez des tribunes, vous avez un mouvement de boycott, vous avez un mouvement étudiant très mobilisé contre les politiques menées par Israël dans les campus américains et dans l'intelligentsia de la côte Est. Dans l'intelligentsia démocrate, on va dire de gauche, voire libérale. Libérale aux États-Unis ne voulant pas dire défendant le libéralisme, mais à gauche des démocrates. Dans l'intelligentsia libérale américaine, vous avez un mouvement, non pas antisioniste, ça c'est pas vrai, mais de critique, de volonté de séparation avec Israël.
de ne pas lier leur sort à celui d'Israël. D'autres questions? Ouais, Sinon, on peut aussi... enfin, moi, je peux vous faire un peu ce que j'estime être le résumé des crises palestiniennes du moment, si jamais ça vous intéresse. Moi, je pense qu'il y a 3 crises qui frappent la Palestine en ce moment. Une crise une crise d'annexion, c'est-à-dire Israël, comment dire, la Palestine est face à un État d'Israël qui assume ne plus vouloir de 2 États. C'est-à-dire que longtemps, on pouvait avoir des doutes sur la volonté réelle. Là, on n'a plus de doute sur le fait que Israël ne veut pas de 2 États, mais ne veut pas assumer les conséquences non plus de ce refus. C'est-à-dire ne veut pas assumer l'antithèse de 2 États qui serait un État. Un État, mais alors où tout le monde serait égal. Et qui était le projet au départ du mouvement national palestinien. Un seul État pour les Juifs et les Arabes. Et ça, cette solution qui fait florès chez certains intellectuels arabes, il est hors de question pour l'État d'Israël de l'assumer. Donc c'est un seul État, Israël, et des Bantoustans. C'est-à-dire des enclaves avec un droit bancal, enfin pas de droit réel, pas de reconnaissance internationale, une vague autonomie, absolument pas de frontières, pas de souveraineté, etc. Donc ça, c'est la première crise, parce que, et avec un projet annexionniste, pas de l'ensemble des territoires palestiniens, mais uniquement de ceux qui intéressent ce mouvement messianique qui fonde sa pensée politique sur une lecture littérale de la Bible. Récupérer les lieux bibliques. Donc vous faites la carte des colonies et c'est cette carte-là qu'on veut annexer. La deuxième crise, c'est une crise je vais appeler ça de division-succession. C'est-à-dire vous avez plus que jamais Gaza et la Cisjordanie sont séparés, mais pas seulement par les politiques israéliennes de séparation qui sont extrêmes, mais aussi par la guerre interne entre Fatah et Hamas, qui ont transformé chacun ces territoires en des bases exemptes de pluralisme. Le Fatah n'a pas droit d'existence à Gaza, et le Hamas n'a pas droit d'existence en Cisjordanie, alors bien qu'il existe, mais souterrainement. C'est un conflit de territoire. Donc vous avez 2 entités palestiniennes, donc c'est un problème de division, et ensuite un problème de succession, c'est-à-dire que vous n'avez plus d'autorité légitime, ni vraiment à Gaza, ni en Cisjordanie, puisque des élections ne sont pas intervenues depuis très longtemps. Or, le peuple palestinien continue de penser et pense que le mode de désignation de ses représentants sont les élections. Il y a, je pense, un vrai attachement à des pratiques démocratiques parmi les populations palestiniennes. Seulement les dirigeants palestiniens n'en veulent pas, ou alors seulement à leurs conditions. Et vous avez un président très vieillissant qui ne peut plus représenter aujourd'hui que lui-même, et dont la succession laisse entrevoir une guerre assez fratricide entre différents chefs locaux et différentes puissances d'influence qui voudraient placer leur poulain. Quand je parle des puissances d'influence, je parle de pays arabes, de grands pays arabes qui soutiennent telle ou telle faction. Le Qatar, les Émirats, l'Arabie Saoudite à travers leur puissance financière, l'Égypte à travers le contrôle de sa frontière de Gaza, ont chacun leur favori pour succéder à Mahmoud Abbas, sachant que Mahmoud Abbas ne contrôle même pas la moitié du pouvoir en Palestine. Et puis enfin, vous avez une crise d'abandon, qui est un abandon international. Alors, côté arabe, le front s'est complètement effrité.
vous n'avez plus un front arabe uni aujourd'hui en faveur des droits des Palestiniens. Le plan Abdallah de Feu le roi, Feu le roi d'Arabie Saoudite, qui avait été adopté par la Ligue arabe en 2002, reste lettre morte et je pense n'est même pas assumé par les dirigeants saoudiens actuels. Enfin, il l'est nominalement, et c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas normaliser, mais il ne l'est pas dans le fond par le véritable homme fort de l'Arabie Saoudite, qui est Mohamed Ben Salman, l'héritier. Donc, il y a un abandon de la cause palestinienne par les autres pays arabes, mais il y a un abandon de la cause de la question palestinienne par les puissances occidentales. Les États-Unis ne peuvent plus prétendre du tout, comme c'était le cas en 1992, comme en tout cas on a cru que c'était le cas en 1992 à la conférence de Madrid, puis à Oslo, au processus d'Oslo, et jusqu'à la tentative de Camp David ultime de Clinton en 2000, juste avant la fin de son mandat, prétendre à ce rôle de honest broker, de courtier honnête, qui était le leur. Ça a continué d'ailleurs même avec George W. Bush, qui en fin de mandat s'est réveillé et a voulu faire quelque chose. Donc là, il y a un abandon complet, puisque Biden n'est pas revenu sur les décisions de Trump de déménagement d'ambassade, etc. Tout ça est dans un flou artistique complet. Vous n'avez pas, dans les nouvelles puissances du Moyen-Orient, le retour de la Russie d'ambition de régler ce problème-là. L'Union européenne est complètement empêtrée dans des divisions internes et dans une puissance déjà face à la guerre en Ukraine, donc qui est son immédiat proche, enfin sa frontière littéralement. Donc elle n'a plus de prétention à régler quoi que ce soit hors de ses frontières, et en plus est divisée entre ceux qui sont en faveur d'un alignement sur les États-Unis et ceux qui seraient en faveur d'une autonomie stratégique dont on peine à voir qu'est-ce qu'elle signifie. Donc vous avez seule la Chine, après son succès entre l'Iran de réconciliation entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, s'est dite prête à vouloir s'investir dans le conflit israélo-palestinien. Mais la Chine ne dispose pas sur le conflit israélo-palestinien des atouts qu'elle a en main pour réconcilier les Saoudiens et les Iraniens. C'est que c'est le plus gros acheteur mondial de pétrole. Donc évidemment, les Saoudiens ont voulu se garantir un avenir un peu paisible, les Iraniens revenir sur le marché dont ils ont été bannis par les États-Unis, et les deux avaient un intérêt à introniser la Chine comme médiateur. Là, je ne vois pas quels sont les leviers de pouvoir de la Chine sur Israël. Je ne vois pas quels sont les leviers de pouvoir de la Chine sur les Palestiniens. Donc moi, je pense que les choses viendront des sociétés, et en premier lieu de la société israélienne, parce que c'est la seule c'est elle qui a les rênes du pouvoir. Alors, elle ne va pas dans le bon sens jusqu'à présent, mais on peut peut-être espérer qu'un jour, il y a un réveil, ou du moins un changement de cap, ou un leader qui propose quelque chose d'un peu viable à son propre peuple. Quant à la société palestinienne, il faut être conscient qu'aujourd'hui, elle est très jeune, et qu'aujourd'hui, on a affaire à une génération qui n'a même pas connu la deuxième intifada. Les gens de 23 ans, 25 ans, étaient à peine bébés, même pas, lors de l'opération Rempart, qui a vu les villes palestiniennes réoccupées, etc. en 2002. L'intifada, on peut dire qu'elle se termine quasiment en 2003, 2004, donc qui n'a pas connu rien d'autre que l'occupation et des raids, ou une occupation sans visage, voilà. C'est-à-dire une occupation de loin, téléguidée, avec des drones, etc., des checkpoints. Il n'a pas connu de contact avec les Israéliens.
ce que la génération d'avant a eu. Ceux qui sont allés travailler en Israël avaient des contacts avec les Israéliens. La nouvelle génération n'a pas du tout de contact avec des Israéliens. C'est ça qui est nouveau. Avec l'armée, mais c'est ce que j'appelle l'occupation sans visage. C'est-à-dire, excusez-moi, mais c'est un casque. Vous avez affaire à des visières, vous avez affaire à des tourelles de chars. Donc c'est pas un ennemi incarné. Et c'est d'autant plus dangereux que vous avez une volonté d'en découdre chez un certain nombre de jeunes Palestiniens qu'on a vu à travers l'émergence de nouveaux groupes non affiliés à des forces politiques, à Naplouse, qui se sont fait écraser assez rapidement. Alors c'est pas terminé, mais je suis pas sûr qu'il faille attendre grand-chose de bien d'une nouvelle confrontation armée entre moins que David et plus que Goliath. Donc les moments peut-être où on a vu Israël le plus déstabilisé, c'est pour deux raisons pour moi. C'est lorsque Israël a eu affaire à une lutte civile, la marche du retour. Alors ça, on s'est retrouvé à tuer des enfants arrivant à main nue, etc. Les tentatives de boycott ou internes par les Palestiniens, alors ça aussi c'est embêtant. Les chaînes humaines, toutes ces formes de protestation civile et non violente. Et puis, lorsque et ça c'est quand même dans l'article qui est une table ronde en fait entre Dominique Vidal et Lachaïd et Jean-Paul Chagnolot, il ressort quand même l'idée qu'il y a eu un tournant majeur au printemps 2021, lors de cette mini-guerre qui a commencé à Sheikh Jarrah, dans le quartier de Jérusalem, qui s'est développée sur l'esplanade des mosquées par une répression et qui s'est enflammée avec l'entrée en jeu du Hamas et les roquettes et de Gaza. La principale nouveauté, ça a été le soulèvement des jeunes palestiniens d'Israël, qui, pour la première fois, c'est pas la première fois qu'ils se révoltaient, mais c'est la première fois qu'ils se solidarisaient avec un mouvement se passant dans les territoires et de manière concrète, violente et coordonnée, enfin pas coordonnée, mais en même temps. C'est-à-dire que souvent, il y avait des soulèvements propres aux Palestiniens d'Israël qui réclamaient eux aussi de ne pas être des citoyens de seconde zone, d'avoir des droits, de ne pas être confrontés à l'armée, d'avoir le droit de construire, d'avoir le droit d'acheter, etc. Mais c'était pour leurs propres droits. Là, c'était pour les droits de tous les Palestiniens. Et donc pour la première fois, vous avez eu Jérusalem, Gaza, une partie de la Cisjordanie et les grandes villes arabes d'Israël, palestiniennes d'Israël, Lyd notamment, Haïfa, etc., qui se sont enflammés. Et ça, c'est un changement terrible de la donne parce que vous avez 20% quand même, plus de 20% de la population d'Israël qui est formée de Palestiniens. Donc le problème, c'est que ce qu'on a vu, l'effet immédiat en tout cas, ça a été une radicalisation de l'électorat juif israélien qui s'est tourné vers des partis d'extrême droite racistes. Voilà. Si vous voulez, on peut poursuivre l'échange hors caméra. Eh ben, on va raccrocher la caméra. Et en tout cas, je vous incite à offrir, diffuser ce livre autour de vous. Je n'y ai aucun intérêt, il n'y a pas de droit d'auteur. Mais c'est pour aussi qu'existe cette collection.